Donc, je pense que le travail que les étudiants ont fait, il y a quand même, dans le cours en général, il y a un lien intéressant avec la présentation qui vient d'y avoir parce qu'ils ont dû faire une réflexion personnelle sur un peu leur approche ontologique individuelle, puis qu'est-ce que ça implique au niveau épistémologique pour leur travail dans leur thèse. Donc ça, c'était une réflexion plus individuelle qu'ils ont partagée entre eux dans des présentations qu'on a déjà faites précédemment dans le cours. Donc chacun a pu voir un peu où il y avait des recoupements ou parfois des divergences entre les différentes approches épistémologiques à l'intérieur du cours. Et puis, on les a fait travailler ensemble aussi sur un sujet qu'on leur a proposé pour qu'ils mettent en commun non seulement la richesse de leur interdisciplinarité, mais aussi de la variété de leurs approches épistémologiques. Alors, je ne vais pas... Ce qui n'est pas le plus intéressant, ce n'est pas ce que je dis, donc je vais laisser la parole aux étudiants et vous allez faire le temps. Est-ce que quelqu'un ou c'est moi qui va faire le temps? Nathalie, merci Nathalie. Donc, à vous la parole. Donc, bonjour tout le monde. Ça va un peu sortir du cadre classique de présentation. On va être en fait, on est 12 étudiants à avoir travaillé sur le sujet. Fait que j'ai passé rapidement. Ah, OK, il est là. Bon. Oui. Donc, rapidement, on va vous présenter l'approche ontologique et épistémologique qu'on a décidé en groupe de sélectionner, la méthodologie, en fait, qu'on a utilisée pour présenter, en fait, un cadre conceptuel qui est formé de 3 modules, pour finalement présenter rapidement des scénarios pour tester ce modèle-ci. Donc, en fait, depuis quelques années, les grands centres urbains semblent perdre en popularité et enregistrent des taux migratoires inférieurs à ceux des régions qui leur sont adjacentes. D'après les recherches de Statistique Québec, ceci s'observe particulièrement pour la ville de Montréal, où une perte de 35 900 citoyens a été observée entre 2019 et 2020. Cette diminution se fait au profit de certaines régions adjacentes. Tu peux poursuivre, Joël? En première position, on retrouve la région des Laurentides, qui enregistre le plus haut taux de gains migratoires avec 12 700 personnes qui ont quitté, qui se sont ajoutées, en fait, ce qui représente environ 2 de sa population. En deuxième position, on retrouve l'Estrie, avec une augmentation du taux migratoire de 8 600 personnes. En troisième position, on retrouve la Mauricie, le centre du Québec et la Chaudière-Appalaches. Et finalement, on retrouve la Gaspésie et de la Madeleine, le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay-Lac-Saint-Jean en 4e place du classement. La particularité de ces régions est qu'elles ont par le passé été souvent déficientes dans leurs échanges migratoires, mais qu'elles enregistrent une forte augmentation d'immigration depuis les deux dernières années. À l'inverse, plus éloigné, Montréal affiche une perte importante de son flux migratoire. En 2020 et 2021, depuis a enregistré son plus lourd déficit enregistré à jamais. Cette augmentation populative importante pourrait être expliquée par la pandémie COVID-19 et les multiples mesures gouvernementales y étant rattachées. Toutefois, la population sortante de Montréal présente une tendance à l'augmentation depuis 2014. Tu peux poursuivre, Joël? Juste un instant, est-ce que quelqu'un a éteint le micro de Clément? Oui. Ah oui. Parfait, merci. On va continuer. Oui. Bon, c'est... Bon. Okay. D'accord. Donc, s'il reste aujourd'hui assez incertain de faire des projections migratoires, les connaissances produites sur le sujet et les récentes études sur l'impact de la COVID-19 nous ont permis de proposer un modèle conceptuel et de ces bouleversements afin de dresser un portrait descriptif de la situation. Plus précisément, nous nous sommes intéressés aux impacts des dynamiques migratoires particulières, celles des centres urbains vers les régions périphériques. En outre, au vu des connaissances actuelles du modèle conceptuel, l'évolution de ces impacts a été pensée à travers de 2 scénarios, soit tout d'abord une généralisation pérenne de la pratique du télétravail et par la suite en lien avec les changements climatiques.
L'objectif de notre travail est de principalement décrire les interactions existantes entre les dynamiques sociales, environnementales et économiques dans notre société par le modèle d'un modèle conceptuel et finalement d'anticiper les répercussions qu'auraient différents scénarios reliés au phénomène de migration des grands centres urbains vers les régions périphériques. Okay, I'm going to go on with the ontology and epistemology that underlie our group work. And as you already saw, we're quite a big group of 12 students, and each of us has their own epistemology and ontology related to the research work that we're conducting independently. But within the work that we've done in this course, we want to define our own common epistemology here. And we see that from the different backgrounds, especially within the natural science, but also social science, that we can kind of situate our work in a post-positivism approach, but also in a pragmatism approach. So for the post-positivism, that essentially relies on the elementary basis of objectivism and positivism. We would like to argue that this is a big part of our study, as we use a generalization, a conceptual model within our work to simplify and the phenomenon that we observed, namely the means of migration from the metropolitan area of Montreal to the surrounding areas, but also the pragmatism as an epistemology, which allows us to use both the quantitative and qualitative measures that we implied in our conceptual model in order to approach this, approach the phenomenon more clearly, and to completely yield the capacity of knowledge that we can gain from this conceptual model. So the conceptual model in itself allows us to have a decision-making tool, as I said, the simplification of the phenomenon that we saw, and also makes the information easy interpretable. Thank you. OK, thanks, Dani. So, comme vous pouvez voir, on est quand même une équipe très multiculturelle et multidisciplinaire. Donc, l'approche a été relativement linéaire. Dans le cadre du cours, on a eu d'abord des travaux en groupe, puisqu'on s'est regroupés à Montréal ou bien à distance pour les travaux. Pour le choix d'abord d'une problématique et ensuite pour le choix d'une approche méthodologique, pour ensuite se regrouper en 3 sous-groupes qui vont être les modules qu'on va vous présenter. En formant ces sous-groupes-là, on sélectionnait des variables en fait, qui allaient pouvoir diriger les relations entre nos différents modules. Ensuite, on revenait dans un travail d'équipe pour permettre la validation en groupe, une décision en groupe en fait, sur le choix de ces variables-là, pour ensuite détailler les différents modules, refaire les liens ensemble et pour finalement refaire un travail commun dans la validation des relations. Je te laisse la parole, Julie. Ah oui. Donc, comme Joël vous le présentait, on a 3 modules, donc environnemental, social et économique. Mais là, maintenant, moi, je vais vous présenter ce qu'on a appelé un espèce de méta-module qui s'appelle « Occupation de l'espace ». Et donc, sur la droite, je n'ai pas le temps de le détailler, mais c'était en tout cas le tableau qui présente à peu près nos modules, leur description, puis les variables qu'on a sélectionnées, qu'on va maintenant vous détailler. Diapo suivante. Merci. Donc, pourquoi on a décidé d'avoir un méta-module, en fait, un espèce de cadre à notre modèle conceptuel qui s'appelle occupation de l'espace? Parce qu'en fait, on s'est dit, en fait, la migration, c'est d'abord et avant tout une question spatiale, puisqu'on quitte un espace pour migrer vers un autre espace. Donc, c'est vraiment une dynamique spatiale. Donc, on pense que c'est une question qui est centrale et qui va conditionner toutes les autres. Diapo suivante. Merci, Joël. Pourquoi on a appelé ça occupation de l'espace? Eh bien, en fait, ça vient du concept de recomposition spatiale qui est défini en géographie comme le réagencement dans la durée d'un espace sous l'effet de facteurs endogènes ou exogènes. Ici, le facteur exogène, c'est donc le phénomène migratoire. Et pourquoi occupation? Parce qu'on s'intéresse uniquement à la dimension physique de la recomposition spatiale qui est vraiment multidimensionnelle. Donc, la dimension physique observable et quantifiable.
Donc, dans cette occupation de l'espace, on définit… Dans cette occupation, encore avant, s'il te plaît, merci beaucoup. On définit 2 dynamiques, la densification et l'étalement urbain. La densification, c'est l'augmentation du nombre d'habitants par kilomètre carré dans un espace donné. Et l'étalement urbain, c'est l'augmentation de la superficie d'une ville et la diminution de sa densité de population. Et cet étalement urbain peut prendre plusieurs formes. Donc, soit ce qu'on appelle la digitation en bas, là, vous le voyez, c'est le développement en fait, du bâti le long des axes de communication, des axes routiers. Donc, ça fait vraiment une forme en doigt de gant. Et le mitage urbain, qui est plutôt une forme plus éparse en fait, de construction du bâti d'étalement urbain. Donc. Et pour la diapositive, merci. Comment ça se mesure? Donc là, on avait identifié des variables et des indicateurs. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, on pourra revenir là-dessus dans les questions, mais on en avait identifié quelques-unes. Et ce que je voulais surtout vous dire sur cette diapositive, c'est qu'en fait, on ne mesure pas de la même manière forcément la densification et l'étalement. Dans la densification, on a l'urbanisme, ce qu'on appelle l'urbanisme endogène, c'est-à-dire qu'on construit du nouveau bâti. On va construire soit des bâtis un peu plus loin, soit dans les interstices entre le bâti existant. Et on va aussi avoir la variable de recyclage urbain, c'est-à-dire qu'on part du bâti existant pour densifier l'habitat. Tandis que pour l'étalement urbain, on va être plutôt sur mesurer en fait l'éparpillement du mitage, par exemple, urbain. Et pour la diapositive après, merci. Et quels sont les impacts de la dynamique des dynamiques de densification et d'étalement urbain? Donc là, c'est un peu pareil, ce n'est pas exactement le même impact. Et ça dépend des scénarios qu'on va considérer parce qu'il va pouvoir avoir une tendance qui va peut-être dominer l'autre. Là, en l'occurrence, dans le cadre de l'exode des Montréalais vers les régions périphériques, on est plutôt sur de la dynamique d'étalement urbain. Et ça, c'est problématique. C'est pour ça que j'ai mis un petit smiley sur densification. C'est qu'en fait, la densification, c'est souvent une solution politique pour répondre au problème de l'étalement urbain. Pourquoi? Petite animation. Merci. Pourquoi l'étalement urbain? Eh bien, en fait, c'est problématique parce que ça augmente la distance, notamment entre le lieu de travail et le lieu d'habitation. Et donc, ça empiète sur d'autres formes d'occupation de l'espace, sur des espaces qui jusqu'alors n'étaient pas du tout urbanisés. Ça peut poser des problèmes environnementaux. Ça a donc des répercussions économiques pour les grands centres qui perdent des populations, mais qui doivent aussi construire de nouvelles infrastructures. Et puis, ça, comme je vous le disais, fragmente l'espace en occupant des espaces jusqu'alors peu ou très peu habités. Il y a aussi une augmentation du trafic routier, donc c'est une véritable menace pour les écosystèmes. Donc, encore petite animation, s'il te plaît, merci. Mais même si l'étalement urbain a des retombées négatives environnementales et économiques, ça peut être nuancé parce que la densification peut avoir là des impacts négatifs sur le bien-être et peut également contribuer à la précarisation dans un contexte de crise de logement des populations les plus défavorisées. Donc, dernière diapositive pour conclure sur ce point-là. Donc, on a 2 dynamiques, comme je vous disais, qui ont des répercussions sur tous les aspects de notre schéma conceptuel. C'est bien pour ça que c'est le cadre. Dépendamment de la dynamique dominante, on va avoir des impacts qui vont être vraiment dominants. Et dans le cas de la politique de densification, comme je vous le disais, il faut regarder le problème dans son ensemble parce que oui, sur l'environnement et l'économie, ça a des impacts négatifs, mais la densification a aussi des impacts négatifs sur le bien-être. Donc, il faut vraiment prendre en compte tous ces aspects-là et c'est maintenant, et du coup, on va maintenant vous détailler les aspects sociaux, économiques et environnementaux. Et on va commencer avec le module économique. Donc, notre partie à nous, ça va être de simuler l'impact du flux migratoire des métropoles sur les régions adjacentes, ainsi que ses impacts sur l'économie des régions. Donc là, on va faire 2 grandes boucles de rétroaction qui se démarquent, avec d'une part le coût de la vie qui va regrouper le prix de l'essence, les frais de logement et l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation, c'est une mesure de l'inflation. On la calcule à partir de la variation des prix d'un panier de biens et de services fixes. Et ensuite, de l'autre côté, on aura la productivité par secteur qui regroupe les secteurs de la construction, de l'agronomie, des services et de l'industrie. Ces 2 boucles de rétroaction-là sont ensuite en relation avec d'autres variables qui ne sont pas négligeables et qui vont les interconnecter. On aura bien sûr les salaires, la population active, le produit régional brut. Donc ça, c'est un indicateur dont on n'entend pas forcément souvent parler, qui est en fait le produit intérieur brut régional. Donc c'est égal à la somme des valeurs ajoutées des diverses activités économiques sur son territoire. Et là, il va y avoir plusieurs façons de le calculer. On aura d'un côté les méthodes ascendantes et les méthodes descendantes. Les méthodes ascendantes, ça va être de récupérer directement les données au cœur des acteurs. Donc, ces données exhaustives vont nous permettre de faire la somme petit pas par petit pas pour avoir une valeur qui va regrouper l'ensemble du territoire. Et après, tu as les méthodes descendantes. Les méthodes descendantes, ça va être de récupérer une valeur qui a déjà été qui est déjà disponible pour la diviser en fonction des territoires différents. Au Québec, on utilise une méthode descendante mixte. En fait, la plupart des méthodes de calcul sont mixtes.
Cette méthode-là, elle est très proche de celle utilisée au Royaume-Uni. Et ensuite, je vais laisser la parole à Swazik pour l'indice de vitalité économique du territoire. Voilà, donc je vais prendre ensuite sur la dernière variable, qui est l'indice de vitalité économique du territoire, donc aussi appelé IVE. Et ça permet de quantifier la vitalité économique de territoire ou de MRC. Et ça se base majoritairement sur le taux de travailleurs âgés de 25 à 64 ans, sur le revenu total médian des populations de la MRC qui est concernée, et aussi du taux de croissance moyenne annuelle de la population. Donc, ça donne quand même des indications sur les différentes MRC et à quel point ces MRC-là ont une bonne vitalité économique, une bonne façon de gérer leur économie. Ensuite, comment est-ce que toutes ces variables-là, on les retrouve dans notre concept? Ça se passe sur la prochaine diapositive. Donc, si maintenant on rajoute toutes ces variables-là dans notre concept, on voit les deux grosses boucles de rétroaction dont Corentin a parlé. Donc, avec le coût de la vie qui inclut l'indice des prix à la consommation, le prix de l'essence et les frais de logement. On va avoir la productivité du travail par secteur, qui sont du coup la construction, l'agronomie, le service et l'industrie. Et on voit qu'au final, tout est relié, puisque le salaire va avoir un impact et être impacté par la productivité du travail par secteur et par le coût de la vie. Mais la productivité du travail par secteur et le salaire, ils vont impacter le produit régional brut, au même titre que donc la population active va avoir un impact sur l'indice de vitalité économique des territoires. Ce qu'il faut voir, c'est que là, c'est juste la partie économie, mais c'est ce qu'on disait, si on fait un modèle, au final, beaucoup de choses sont reliées entre elles, et c'est ce qu'on a représenté par les petites flèches qu'on peut voir en bleu et en vert. Donc, les flèches en bleu vont être les entrées du module social et celles en vert du module environnemental. Donc, l'exemple qu'on peut donner pour le module social, on voit qu'il est relié dans la productivité du travail par secteur au service, puisque une différence de l'accès au service va avoir un impact sur l'aspect social. Donc maintenant, je laisse la parole aux personnes justement du module social pour qu'elles puissent expliquer leur propre modèle. Ça s'en vient, hein? Et ça vous fait tourner. J'ai un petit bug de... Alors, concernant le module social, on a deux grosses boucles de rétroaction qui vont s'entrecroiser. On a tout d'abord les conditions de travail avec les horaires de travail, mais également le télétravail, où on sait que depuis le début de la pandémie, le télétravail a explosé. À titre d'exemple, à Montréal, 40% des personnes qui travaillaient sont passées en télétravail depuis le début de la pandémie. Ensuite, on a également le temps de transport, le transport maison-travail avec le temps qui est alloué à celui-là qui va déterminer les conditions de travail. Ensuite, on a le bien-être, la grosse boucle de rétroaction du bien-être qui prend différentes choses en compte. Donc, tout d'abord, les liens sociaux, où on sait qu'avec le télétravail, les liens sociaux ont été fortement impactés. La santé physique, la santé mentale, où ces deux-là ont aussi été impactés avec le télétravail. On sait que la santé mentale a été fortement fragilisée avec le télétravail et la cassure des liens sociaux, mais également la santé physique, puisque le télétravail a rendu les personnes plus sédentaires, les personnes ne pratiquant pas d'activité physique, mais pour les personnes pratiquant de l'activité physique, le gain de temps, le temps gagné par la suppression du temps de transport a pu être récupéré pour, par exemple, de l'activité physique. Ensuite, on a également, pour le bien-être, l'environnement qui est très important, où, par exemple, on sait qu'à Montréal, le logement est tout le temps les prix du logement moyen est tout le temps en augmentation, où on a 3,7% d'augmentation en 2021 par rapport à l'année précédente, et que le taux d'inoccupation est toujours très faible, ce qui fait que l'accessibilité à un logement est très difficile. Également, par rapport au logement, on a Montréal qui est très souvent ciblé pour ses logements insalubres, qui est non négligeable pour la santé autant mentale avec le stress engendré que la santé physique avec les maladies qui peuvent être liées et découlant des logements insalubres. Dans notre boucle de rétroaction, on a trois sous-variables non négligeables qui vont être la démographie, qui est basée sur trois indicateurs, l'indicateur de fécondité, la mortalité et la migration interne. Ensuite, on a les inégalités à l'accès aux services, puis pour terminer, la catégorie socio-professionnelle.
Et pour analyser les tendances démographiques de Montréal, on s'est basé sur 3 indicateurs, comme vient de le dire Cyrine. Tout d'abord, l'indice de fécondité qui a montré qu'il y a un indice de fécondité moins important à Montréal que pour le reste du Québec. L'indice de natalité et de mortalité qui nous a montré que le nombre de naissances à Montréal est en baisse depuis 2 ans, alors que dans un même temps, Montréal enregistre le plus haut taux de décès liés à la crise de la COVID-19. Et enfin, on a l'indice de migration interne qui nous a permis de faire sortir du lot un profil de personnes qui sont plus enclines à quitter les centres urbains pour emménager dans les régions adjacentes de Montréal. Ce sont les adultes qui ont entre 33 et 44 ans, avec des enfants âgés de 10 ans ou moins, ce qui nous fait supposer que ce sont surtout les familles et les travailleurs qui cherchent à quitter le rythme de vie des centres urbains. Nous nous sommes demandé pourquoi ce type de personnes particulièrement voudraient quitter Montréal, et ce que nous avons conclu, c'est qu'il y a 2 variables qui sortent du lot, comme le disait Cyrine tout à l'heure, les conditions de travail et le bien-être, les 2 étant interreliés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Montréal, on enregistre un taux élevé de travailleurs dits pauvres, c'est-à-dire des travailleurs qui gagnent 20 000 $ annuels, voire moins, tout ça en lien aux caractéristiques de leur emploi et à leurs conditions de travail, mais que dans un même temps, à Montréal, le coût de la vie est en moyenne plus élevé que dans les régions adjacentes. Tout ceci a un impact forcément sur leur bien-être, puisque ça peut générer des taux de stress très, très importants qui, à leur tour, vont entraîner le développement de maladies psychosomatiques comme de l'asthme, par exemple, ou des maladies de peau chroniques, voire même, dans certains cas, entraîner des dépressions de modérées à sévères. Les problèmes de santé sont assez coûteux et on sait que les frais liés au système de santé sont en constante augmentation, ce qui, selon nous, pourrait contribuer à expliquer le fait que les personnes cherchent à fuir le rythme de vie stressant du milieu urbain pour emménager dans les régions adjacentes, tout en pouvant revenir sur leur lieu de travail facilement, puisque les distances avec les régions adjacentes ne sont pas très importantes. Donc, pour le module environnemental, l'exercice qui a été fait, ça a été d'essayer de décrire, premièrement, le plus simplement possible, toutes les dynamiques environnementales qu'on va retrouver dans des régions. Donc, au travers de la littérature, un point commun qu'on retrouve lorsqu'on parle, par exemple, d'étalement urbain ou de migration ou de densification, ça va souvent être des impacts sur des caractéristiques reliées à l'eau, à la biodiversité et à l'air. Donc, on a utilisé ces 3 grandes sphères, ces 3 grands groupes de variables auxquels on a rattaché de 3 à 4 variables qui vont permettre de décrire ces écosystèmes-là. Premièrement, la biodiversité par différents indices. Le but est de caractériser la qualité des habitats forestiers, des milieux humides, des zones riveraines et des habitats aquatiques qui participent tous à une certaine biodiversité régionale et un bon fonctionnement des écosystèmes, mais aussi qui procure une grande panoplie de services écosystémiques pour l'humain. La deuxième sphère, ça va être celle de l'eau, où est-ce que là, on va considérer la qualité des eaux dans les régions qui vont être étudiées, la température qui va être très reliée à la qualité des eaux, mais surtout les aires de surface inondées, donc qui vont avoir attrait à tous les risques d'inondation qui vont être appliqués sur les civilisations puis les communautés ou les villes qui vont s'installer dans des régions, par exemple. Et finalement, les variables reliées à l'atmosphère qui vont représenter toute la qualité de l'air, la température et la concentration en CO2 qui auront des impacts inévitablement sur toutes les sphères environnementales et humaines. Ça, on va pouvoir y retourner un peu plus tard sur les interactions. Puis, parlant d'interaction, on a identifié des variables ici qu'on appelle intermédiaires, mais qui se définissent comme étant des variables qui ne vont pas rentrer nécessairement dans les 3 grandes sphères qu'on a ici, mais qui vont plutôt permettre de créer des liens entre les sphères et entre les autres domaines. Donc là, on parle tout d'abord de la pollution, donc de toute la concentration de polluants venant de sources anthropiques, la fragmentation qui est ici le processus écologique de fragmenter un habitat puis de briser l'homogénéité puis l'interconnectivité entre des habitats forestiers, par exemple, et l'eutrophisation qui va être l'apport de nutriments importants dans des plans d'eau qui va
entre guillemets, vieillir les lacs par une surproduction algale et qui va éventuellement mener un lac à s'eutrophier jusqu'à un point de devenir un marais ou autre. Donc, pour toutes les interactions, on peut changer de slide. Donc, comme Mathieu vous l'a très bien présenté, voici le schéma maintenant complet du module environnemental. Et comme on peut voir, effectivement, il y a énormément d'interactions entre chacune de ces sphères et également aussi avec les autres modules. Et j'aimerais souligner un mot en particulier que Mathieu a présenté, c'est le service écosystémique, où vraiment la nature apporte à la société aux deux modules en plus sur ces deux facettes-là, sur le bien-être, comme l'avait déjà présenté Cyrine, et aussi d'un point de vue monétaire, l'écosystème permet un stockage de carbone, et, pour l'exemple le plus concret. Mais je vais vite switcher sur en fait l'environnement au sens commun, c'est-à-dire le milieu où on habite. Et comme l'avait précisé Julie plus tôt, je vais maintenant vous parler du modèle complet. Donc Joël, si tu peux avancer la diapo juste après, avec justement le modèle complet avec cette occupation de l'espace qui, en fait, l'environnement était déjà présent d'une certaine manière partout, avec l'occupation de l'espace pour la productivité d'un côté économique, l'environnement de vie pour le côté social et l'environnement au sens écologique du terme. Et donc, on a décidé de baser toute notre réflexion et nos scénarios sur ce méta-module que maintenant Adi va vous présenter un scénario. Okay, in this slide, we are going to talk about the scenario of increasing global warming of 4.5 centigrade and effect on the Earth. In the latest IPC reports model runs, simulated 5 scenarios from 1.5 to 5 degrees centigrade by 2100. And next slide, please. Increasing global temperature can have a mostly negative effect on the environment, economic, and social section. In the environment section, by 4.5, increasing global warming could lead to a reduction in global biodiversity to 50% and increasing in the risk of flooding, prolonged droughts, and reduction of air quality. For example, with higher temperature, we have more energy in the Earth system, and in the higher temperature, the air can hold more moisture content. This may lead to increasing in precipitation in a short time, causing a stormy flood. For example, in our case study, Montreal or Quebec, in one side, we're facing a harsh rainfall, and along with the snow melting because of increasing temperature. In another side, because of the migration of people to countryside, this led to more construction and deforestation by making roads and accommodation, in which the leads to less penetration of rainfall in the underground, which in turn result in increasing level of rivers and flooding in Quebec or Montreal. In economic section, with the increasing global warming, can have a positive effect on agriculture because of the growing season. While the higher temperature also would disturb the climate condition for the agriculture, such as increasing water demand, plant stress by drought or storms, and freezing, that this leads to increasing the price of food, which have a negative effect on the expense of individual.
in the social, increase in the global warming would a serious problem and health problem that's mostly effect on the certain chronic diseases. Also led to increasing the number of deaths due to heat waves. For example, if I remember correctly, the last summer in the Canada, a heat wave unprecedented that happened, and it I think more than 100 people died because of the heat waves. But consider this this is for 100 global warming, but consider more than, for example, for 4 degrees centigrade degree, that it would be very catastrophic. Totally, for example, these are linked together by increasing the global warming, and consider, for example, flooding causing increasing global warming, causing the harsh flooding, and harsh flooding destroys some structures such as roads and buildings, and this is very costly for the government. Also, it will have effect on the individuals in social, because mostly the insurance company don't cover these destruction. So this have a bad effect on the totally on our part of our section. Thanks. Bon, on conclut notre beau modèle conceptuel qui permet la lecture des phénomènes migratoires. C'est une représentation mentale de l'état de la situation économique, sociale et environnementale liée aux flux migratoires. Donc, si on fait retour sur notre expérience et notre exercice, donc nous avons vraiment expérimenté plusieurs modes de construction de la connaissance. Nous avons croisé nos différents domaines d'expertise et nos différentes disciplines. Nous avons eu une réflexion commune en interdisciplinarité et une fragmentation du travail pluridisciplinaire, dont l'objectif d'avoir à la fin un résultat transdisciplinaire. Juste avant de finir, on a déjà mis de backup slide parlant sur le deuxième scénario, le télétravail, sauf que 30 minutes, ce n'est pas vraiment assez suffisant pour parler là-dessus. Mais après, si vous voulez, dans la période de discussion, donc on est capable de mettre les slides. Suivant, c'est tout, c'est juste après, il y a les références, et merci pour votre attention, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà. Le dernier. Ça fonctionne ici? Non, ça fonctionne pas. Okay, merci beaucoup pour la présentation. Je pense qu'en tout cas, ça donnait bien que la majorité des étudiants soient à l'extérieur de Montréal pour parler de la migration à l'extérieur de Montréal. On va prendre des questions. On a une période de 10 minutes, je crois, pour prendre des questions. Voilà. Oui, Bruce. Est-ce que les gens qui sont à distance, vous avez entendu la question? Vous voulez que je la répète? Non, ils n'entendent pas. Non, on n'a rien entendu. Rapidement, la question, c'est en lien avec le scénario d'augmentation des températures dans le module environnement. Est-ce que vous avez explicité le rôle des forêts en tant que réservoir de CO2? Ah, ben là, on n'est pas rentré dans les grands détails là, avec le 30 minutes de présentation, mais tout ça rentre dans les fameux services écosystémiques qui sont rendus. Là. Donc, on parle de filtration,
de polluants, on parle de séquestration de carbone, on parle d'atténuation des inondations, on parle... Dans le rapport, il y a plusieurs points qui ressortent de ça. Donc, c'est traité, mais ça n'a pas été mentionné pendant la présentation. Merci. D'autres questions? Oui, je m'excuse, je ne connais pas votre nom. Merci. Si je comprends bien, ça a été fait dans le cadre d'un cours d'épistémologie. Et donc, là, je me demandais notamment au niveau des connaissances et des épistémies sollicitées, notamment par rapport à la nature. Il y a eu la nature comme service écosystémique, la nature comme objet, mais est-ce qu'il y a eu des questionnements sur la dualité nature-culture et un autre penchant de relation à la nature qui peut se faire dans ces scénarios-là? Puis, par rapport à la spatialité, s'il y avait eu peut-être une perspective un peu plus critique au niveau économique. Dans le fond, hier, j'assistais à une présentation d'Ali Giroux qui parlait de son livre « Généalogie du déracinement », de comment on n'est plus connecté à la Terre, depuis comment on n'est plus habitant, mais qu'on est juste résident ou qu'on loge à des endroits, et que cette spatialité, elle est définie par le système capitaliste qui est là pour nous faire circuler de la marchandise et tout ça. Et donc, par rapport à la spatialité, est-ce que vous aviez essayé d'élaborer une critique de qu'est-ce que c'est habiter un territoire et voilà. Je me propose de répondre du moins en partie à cette question. Comment je voulais... Oui, voilà. En fait, je trouve déjà que c'est deux points qui sont super intéressants. Puis peut-être que les réflexions en fait, épistémologiques et ontologiques qu'on a menées par rapport à ce sujet portaient plus sur la méthodologie, sur la manière dont on pouvait... interconnecter en fait tous nos domaines d'expertise et tous nos savoirs. Là, on a plutôt pas mal réfléchi là-dessus et à le statut en tout cas qu'on donnait au modèle conceptuel pour aborder la question du phénomène migratoire. Mais c'est vrai qu'on a moins réfléchi sur l'objet en tant que tel qu'on était en train d'étudier, parce que le premier défi était d'abord de s'interconnecter. Donc, je trouve que c'est un très bon point, le fait de réfléchir sur la nature, mais on a concentré nos efforts plutôt sur la coordination de nos disciplines. Et quant à la spatialité, c'est pareil, je dirais que on a vraiment voulu plutôt se concentrer sur, en tout cas pour que ça puisse faire sens avec les autres modules, se concentrer, comme je le disais, plutôt sur l'aspect physique, quantifiable et pas rentrer dans une réflexivité sur ce qu'était la spatialité. Mais ça pourrait être effectivement, en tout cas, c'est un très bon point aussi à amener. Hein, mais on a vraiment décidé de ne pas considérer la multidimensionnalité en fait, de ce qu'est une spatialité, mais de se concentrer simplement sur le quantifiable, observable, pour que ce soit facilement connecté, qu'on puisse facilement connecter aux autres modules. Si je peux compléter, en fait, c'est un excellent bon point. Merci, parce que l'interculturalité, la différence, la perception de l'espace va être différente en fonction de la culture. Faut rappeler aussi qu'un modèle n'est jamais sans faille, mais ce qui permet, en fait, en apportant des réflexions-là, d'améliorer puis d'apporter des pistes de réflexion. Et merci pour cette réflexion. Oui, puis moi, je vais juste compléter ce que mes deux collègues viennent de très bien présenter. En revenant juste sur la question du capitalisme, etc., du fait d'aménager des espaces pour se sentir un petit peu plus connecté à la nature, je pense qu'on y a partiellement répondu dans le modèle socio, quand on a parlé du stress lié aux conditions de travail, les conditions de travail qui sont liées aussi au salaire et au coût de la vie, qui malheureusement sont des réalités dont peu de personnes peuvent s'extraire et qui doivent être prises en compte quand on cherche à emménager dans un endroit moins urbain.
Il y a les coûts des loyers, etc. Mais il y a aussi le fait, je pense, et des arguments qui sont revenus très souvent dans nos lectures, qui concernent la qualité de la vie et l'envie de respirer de l'air frais, comme si les centres urbains en étaient exempts, alors qu'il y a tout un tas de variables qui concourent finalement à rendre l'atmosphère urbaine anxiogène pour certaines personnes, et que tout ça se transmet dans la volonté maintenant des jeunes familles, par exemple, à déménager pour élever leurs enfants dans des atmosphères moins stressantes qu'à Montréal. Oui, pardon. Oui, pour compléter le propos de Valérie, excuse-moi. Mais c'est vrai, en fait, que j'avais un peu élagué ce passage-là. Mais oui, en fait, on y a pas mal... Enfin, il y a eu quand même 2-3 éléments qui ont été apportés, notamment sur le lien entre bien-être et densification étalement, là où, en fait, effectivement, ça dépend quand même pas mal des représentations et de ce que les gens attendent de leur lieu d'habitat. Et en tout cas, c'était pour rebondir sur ton propos, Valérie, et c'est vrai qu'en fait, si, il y a quand même 2-3 éléments qui portent là-dessus. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on a le temps pour une toute dernière question. Oui, je vois une main qui se lève. C'est Jérôme. Veux-tu venir la poser au micro? Comme ça évite. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu la question. La question, c'est sur l'IVE. Pourquoi c'est sur la population de 25 à 64 ans, puis on ne descend pas chez les plus jeunes qui peuvent légalement entrer dans le marché du travail? Alors, pourquoi ça fait partie en fait des taux qui sont pris. L'IVE, c'est calculé entre autres par Statistique Québec. Et on part du principe, ça part de la population, donc la population active est plus jeune. Et ici, c'est en fonction de la qualité des données qu'ils arrivent à recevoir de Statistique Canada, de Statistique Québec, pardon, puisqu'il faut quand même des données qui soient valables dans toutes les MRC qui sont prises en compte et qui soient de qualité suffisante pour pouvoir ensuite permettre la prise de décision. Je l'ai un peu élagué dans la présentation, mais l'IVE, c'est très important ensuite pour le ministère afin de savoir à quelle région il va donner des enveloppes pour aider le développement économique. Voilà. Je ne sais pas si ça répond entièrement si ça suffit à répondre à la question. Donc, je pense que les contraintes de disponibilité de données sont réelles. Donc, des fois, il faut s'y conformer, mais des fois, ça peut donner des pistes pour des travaux futurs pour élaborer peut-être des indices qui incorporeraient d'autres éléments. Et c'est entre autres précisé quand on regarde le document descriptif de l'IVE, ils expliquent qu'ils auraient pu prendre beaucoup d'autres critères d'évaluation, mais ils sont vraiment limités par les statistiques et la qualité des statistiques qu'ils obtiennent. Très bien, merci Soazic. Alors, je crois qu'on arrive à la fin de cet avant-midi du colloque. Alors, je vous joindrai à moi pour remercier à nouveau les étudiants de NV 95-10 cette belle présentation.